Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc pour cette nouvelle séance de l'Université populaire d'histoire. Alors en fait, ça devient une habitude chaque année depuis, je crois, 3-4 ans. Nous invitons un, et en l'occurrence une, documentariste qui travaille depuis des années et même quelques décennies. Non mais quelques, c'est pas beaucoup déjà. Alors ma grande-tante ma grande-tante disait toujours never complain, never explain. Bon, d'accord. Alors, si je précise que vous êtes l'auteur de 27 documentaires, si j'ai bien compté. Je dis que c'est pas vrai, je suis l'auteur de presque 40 documentaires. Ah ben voilà. Voilà. Du coup, on a déjà des problèmes mathématiques. Plusieurs décennies, 27 donc, documentaires. 40 documentaires. Donc, ça explique un peu ce que je disais juste avant. On va faire un sketch, en fait. On va faire un sketch. Je sens qu'il a bien préparé. Alors, non, plus sérieusement, on est donc à Pessac, avec le Festival du film d'histoire, bien sûr, avec cette Université populaire d'histoire. Et donc, on a régulièrement des historiens qui viennent, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir le point de vue, bien sûr, des cinéastes, des documentaristes en particulier, qui ont eu, à travers leur filmographie, leur travail de recherche, de montage, de réalisation, eh bien, une perception, un point de vue sur des sujets d'histoire. Et c'est vrai que c'est évidemment passionnant quand on peut, comme ça, avoir un commentaire sur ce travail après une foultitude de sujets dont on va parler justement. On va commencer par le film Vincennes, l'Université perdue, que vous venez de regarder cet après-midi. Donc des sujets sur l'histoire intellectuelle, sur l'histoire artistique, sur l'histoire du XXe siècle, beaucoup, notamment des années 60, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, enfin voilà, autant de sujets sur lesquels vous vous êtes penchés. Et peut-être on va commencer par peut-être une série de documentaires que vous avez consacrés à des personnalités ou à des sujets qui tournent autour de la vie intellectuelle française particulièrement. Et donc l'Université de Vincennes, bien finalement c'est un sujet assez original. On ne fait pas souvent des documentaires sur l'histoire de l'université, comment une université naît, comment elle évolue, quels sont ses objectifs, comment ce film-là a germé dans votre esprit? Alors, en fait, l'Université de Vincennes, c'est précisément cette question qui est finalement, je pense, la récurrence principale de mes films les plus personnels. Pas de tous mes films, mais de mes films les plus personnels, et en l'occurrence les deux que vous verrez ici, c'est-à-dire... pour ceux qui resteront après, Vincennes et les marches de la mort. Je suis quelqu'un de très omnubilé par les trous de l'histoire, c'est-à-dire les choses qui ont disparu, les choses dont on ne parle plus, où il n'y a pas de trace. Et Vincennes, c'est presque l'idéal type de ça. C'est pour ça que j'ai eu immédiatement l'idée de mettre les protagonistes dans la clairière, parce que ça avait à ce point disparu que quand j'ai raconté à... Ça a disparu pour le coup physiquement. Physiquement, ça avait à ce point disparu physiquement par ordre, par volonté politique, parce que non seulement on a rasé les bâtiments, mais il faut savoir qu'on a arraché des arbres pour empêcher physiquement de retrouver la clairière. Et j'avais envie de travailler là-dessus parce que ça rejoint le silence, ça rejoint mes réflexions sur effectivement les années 70, et puis aussi tout un travail que je mène un peu en arrière-fond sur l'histoire de ma famille à travers et mon père qui donc était professeur à l'Université de Vincennes, et puis aussi mes grands-parents qui sont des juifs rescapés de la Shoah. Et quand j'ai dit à ma documentaliste, j'ai eu une idée géniale, parce que je suis hyper modeste, évidemment, vous l'avez compris. Non, je lui ai dit, j'ai une idée, je vais faire un film sur Vincennes. Elle m'a dit, ah bon, mais pourquoi tu veux faire un film sur le bois? C'est-à-dire qu'elle a 15 ans de moins que moi,
elle n'imaginait même pas l'existence de ça. C'est, je dirais, ma plus grande fierté en tant que documentariste, c'est ça. C'est d'arriver à montrer, à faire ressurgir une parole qui a disparu. Alors, si on prend cet exemple, ce film-là, comment justement, comment vous démarrez? C'est-à-dire que vous allez chercher... D'abord, il faut convaincre un diffuseur de faire justement un film sur une université qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, plutôt, parce que c'est très abstrait, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un lieu, d'une institution, non pas d'une personne. Comment c'est perçu à la fois par la production et par les diffuseurs? Alors, la production, c'était... En fait, avec la production, ça s'est très bien passé parce que c'est à cette occasion que j'ai rencontré Muriel Ménard chez Agathe Film, qui a produit ce film, qui était le premier de mes films qu'elle a produit. On en a fait 4 depuis, y compris Vincennes. Et elle avait lu un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le jour où mon père s'est tu », où je raconte l'enfance des comment dire, je sais jamais comment caractériser ce truc, l'enfance des enfants nés de parents révolutionnaires qui avaient pour projet l'avènement de la révolution. Et donc c'est un livre qui a touché un certain nombre de personnes dans ma génération parce que ils ont été élevés comme des enfants. Il n'y a pas de procès d'intention. Ne quittez pas la salle, comme des enfants qui comptaient, qui comptaient moins que le projet politique qui était celui de l'avènement de la Révolution. Mais je m'empresse de dire aujourd'hui que les enfants sont au centre de tout projet et je pense pas que c'est forcément mieux. Donc, on reste assis. Mais, il y aura des questions à la fin. Mais bien sûr, et j'y répondrai avec joie. Et donc elle avait lu ce livre, et c'est vrai que je tenais à raconter cette histoire de Vincennes à travers aussi la figure de mon père, mais on pourra parler des archives que j'ai découvertes, etc. Et j'avais envie d'en faire un film très personnel, parce que c'est un de mes films les plus personnel, on en parlait avec François quand on présentait ce débat. Et donc, elle a été emballée, mais les diffuseurs, ça a été un enfer. C'est-à-dire que ça a été un enfer total. C'est-à-dire que j'ai terminé finalement en écrivant un scénario pour le cinéma. Chose que je ne voulais pas faire, parce que vous ne savez sans doute pas qu'en fait, on fait des documentaires au cinéma quand on n'arrive pas à vendre nos documentaires à la télévision. Mais c'est encore pire comme circuit économique de choisir le financement du cinéma. Et moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, puisque je ne suis que réalisatrice de documentaires et écrivaine. Donc j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai 3 enfants, enfin bon, voilà. Donc ça m'arrange pas du tout, mais j'ai réécrit ce projet et personne n'en voulait. Et puis, à la faveur d'un changement de direction, Martine Saada, dont le mari, Dieu gît dans les détails. Ah non, c'est le diable. À chaque fois, je me trompe. C'est le diable qui gît dans les détails. Mais enfin, là, vous verrez, dont le mari, Pascal Quignard, avait fait Vincennes, a pris le projet. Voilà, donc ça, c'est bien d'expliquer à nos unipopiens que certains projets sont validés quelquefois pour des raisons qu'on ignore, bien sûr, qui sont insoupçonnées. Alors, une fois que vous avez ces accords, vous partez à la chasse aux intervenants. Alors moi, ce que je fais, mais ça c'est vraiment ma pratique, on pourra un peu en parler, c'est que moi j'écris énormément avant. Mais j'écris... Alors là, pour le coup, j'ai dit que je ne faisais pas de cinéma, mais j'écris des dossiers qui sont comme des scénarios de fiction. J'écris, je lis tout, je regarde beaucoup d'archives, et j'écris vraiment comme un vrai scénario de fiction, et avec ma voix off, etc., avant. Et ensuite, généralement, je pars à la recherche des protagonistes. Mais alors, ça peut paraître surprenant, parce que quand on voit le film, on a vraiment l'impression quand même que la matière du film, pardon de parler comme ça, hein, mais la matière du film au niveau de la parole, de tout ce qui est dit par les intervenants, j'imagine que vous avez découvert
ou eu des précisions, quand même quelques révélations, même si vous connaissiez très bien le sujet, mais quand même. Ah non, mais je connaissais... je connaissais très peu, parce que moi j'étais une enfant qui accompagnait son papa. Bon, d'abord j'ai beaucoup lu, donc j'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup d'archives, etc. Et puis ensuite, oui, bien sûr, je fais un travail d'enquête préalable, c'est-à-dire que je rencontre beaucoup de gens au préalable, sans forcément leur dire que je vais les filmer. Parce que c'est très compliqué de filmer des gens et puis de ne pas utiliser leurs entretiens dans les... Ça arrive toujours, c'est toujours désagréable. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment pas un bon moment quand on doit appeler la personne pour lui dire que finalement elle ne sera pas dans le film. Et moi je crois que vraiment l'idée, parce que un film c'est toujours ça, c'est toujours une sorte de fil rouge, parce qu'on peut raconter Vincennes de 1000 manières différentes évidemment. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais été voir Michel Vinocq, qui est un habitué du festival, et on avait discuté longuement de Vincennes, etc. Et puis lui m'avait dit mais non, mais moi c'est pas un bon souvenir, j'ai pas envie d'en parler. Ça me plaisait pas, j'étais pas forcément bien, etc. Donc, parce qu'il a enseigné à Vincennes. Il a enseigné à Vincennes, absolument. J'ai mis sa photo quand même comme un petit clin d'œil. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours un fil. Alors moi, le fil que j'avais envie de suivre, c'était ça, c'était le vide. Donc c'était la Clairière. Donc je suis allée beaucoup à la Clairière avec mon chef-op. J'ai beaucoup réfléchi à comment filmer, pour etc. expliquer pour les personnes qui n'ont pas vu le film, parce qu'il y a une partie qu'il n'a pas vue. Pardon. Hein, donc l'université de Vincennes a été rasée, oui. Début des années 80. Oui, en août 80, elle est créée en novembre 1969, après 10 années absolument incroyables, belles mais aussi un peu désastreuses, etc., de haut et de bas. Elle est détruite. Broyée, mais vraiment littéralement broyée, sur ordre de la ministre des universités de l'époque, Alice Saunier-Seïté, qui était la ministre de Valéry Giscard d'Estaing. En août 1980, en 48 heures, c'est entièrement démantibulé. Et l'idée, c'était surtout qu'il n'y ait plus aucune trace pour que personne ne puisse revenir dans l'endroit. Et donc c'est pour ça que le film démarre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, par Hélène Cixous qui cherche dans la prairie des traces. Qui est une des fondatrices, créatrices, fondatrices de l'université que vous avez. Alors justement, enfin, parmi les... On sent bien dans les interviews de ces fondateurs qu'il y a une forme de nostalgie, mais aussi de rétrospectivement... l'idée quand même qu'il y a une utopie qui s'est concrétisée avec ses qualités et ses défauts, mais quand même. Donc vous, quand vous avez réussi à convaincre ces personnes de faire ce film, comment ça s'est passé? Parce que je pense que ça fait partie des moments importants de la préparation du film. En fait, bon, je vais les rencontrer. C'est vrai que ma chance, plus le temps passe. Et là, c'était déjà le cas. Plus le temps passe et plus j'ai fait des films. Et donc, je m'appuie un peu sur les films que j'ai faits et les livres que j'ai écrits. Et souvent, les gens... connaissent votre travail. Voilà, ils connaissent mon travail. Donc, il y a une confiance quand même mutuelle qui s'instaure. Et puis là, je crois que, justement, le point précis qui a beaucoup touché beaucoup de gens et qui explique l'émotion qui se dégage parfois dans les entretiens, c'est d'avoir eu l'idée de les emmener dans la Clairière, de ne pas les filmer chez eux ou dans un studio. Alors bon, évidemment, c'était toute une organisation. Voilà, j'avais une équipe, c'est un peu loin, machin. J'envoyais les gens chercher. Après, j'avais un assistant qui attendait à l'orée du bois. J'ai tout connu des pratiques du bois de Vincennes qui sont assez particulières à cette époque-là. Et c'était très marrant. On a passé un mois vraiment dans le bois avec mon équipe. Donc on connaissait tout le monde. Et puis on était très très bronzés, mais à la je sais pas, à la Marseillaise, ou je sais pas comment on dit, quoi. On était avec nos lunettes, tout le monde croyait que je revenais du ski. Non, je revenais du bois de Vincennes. Et c'était incroyable parce qu'il a fait beau tous les jours de ce mois de juin. Mais un miracle. Et voilà. Et donc, je crois vraiment que l'émotion
elle est venue de les amener à nouveau dans cet endroit où ils n'étaient pas revenus, parce que c'était détruit, ils n'étaient pas revenus, et du coup il se passait quelque chose de beaucoup plus fort. Et voilà, après, c'est vrai que le travail d'enquête, je parle avec Hélène Sixou, qui me dit il faut voir absolument Pierre Domergue, et puis il faut voir Claude Friot, et puis il faut voir Bernard Cassen, et puis après je parle... Oui, il y a un phénomène de capillarité voilà, qu'on retrouve sur beaucoup de films, voilà. Mais là, comme il y a toute une équipe, c'est peut-être encore plus net, quoi. Oui. Alors, les historiens ont souvent pour habitude d'éventuellement prendre de distance avec des témoignages, parce que voilà, les témoignages peuvent être subjectifs, et puis avec le temps, on peut aussi reconstituer d'une certaine manière ce passé, a fortiori quand on a été partie prenante de cette histoire. Comment vous percevez ces témoignages? De quelle manière peut-être vous croisez, vérifiez certains témoignages pour bien vérifier que ça correspond à ce qui s'est réellement passé, sachant, c'est une double question, qu'il y a quand même autour de cette histoire, que je le disais tout à l'heure, une forme de nostalgie, de projet un peu idéal, et il y a quand même l'idée qu'on a envie d'en garder un bon souvenir, non? Est-ce que... on sait qu'il y a peut-être, je ne sais pas si c'est un écueil, mais en tout cas qu'on peut tomber dans l'idée qu'on va filmer un rêve ou une utopie et qu'on va raconter une belle histoire. Alors, moi, je n'opterais pas pour la rubrique de la nostalgie. La nostalgie n'est pas du tout un registre qui me plaît, en général. Oui, c'est pas quelque chose qui me plaît, la nostalgie. Et je n'opterais pas non plus pour le registre de l'utopie, parce que l'utopie, finalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose dont on a rêvé. Mais l'université, elle a bel et bien existé. Elle a existé 10 ans. Elle a formé des milliers de gens. Elle a changé la vie de milliers de gens. Moi, je suis toujours fascinée par l'idée que... je le dis pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais à Vincennes, le département de philosophie s'est vu immédiatement interdit le droit de donner des diplômes, parce que les maoïstes avaient dit qu'ils distribuaient les UV voilà, comme ça, au pif, etc. Et en même temps, ce département de philosophie aujourd'hui, c'est celui qui fait la French Theory aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et c'est les profs aujourd'hui les plus reconnus de philosophie en France, aux États-Unis. Étienne Balibar, Badiou, Rancière, voilà, ce sont des véritables stars. Donc pour moi, il n'y a pas d'utopie. Pour moi, il y a un projet très fort, très novateur, qui est une université qui est accessible à tout le monde, mais c'est pas une utopie puisque ça a marché, puisqu'effectivement, on pouvait être fils d'ouvrier, on pouvait être camionneur comme ce monsieur que j'adore, qui arrive par hasard et puis qui a terminé professeur honoraire d'histoire, et puis voilà, devenir quelqu'un, un intellectuel. Donc pour moi, c'est pas une utopie, c'est un projet politique très fort qui a été massacré clairement par le pouvoir politique, mais je dirais... bon, j'exagère peut-être un petit peu là. J'y vais doucement, mais je veux dire, aujourd'hui, l'université, elle est un petit peu massacrée aussi par le pouvoir politique, et voilà, c'est presque les prémices. C'est-à-dire que cette université, elle fonctionnait très bien parce qu'elle était faite pour 35 000 élèves. Quand il y en a évidemment 150 000... Ce qu'on voit à la fin du film, quand même. Voilà, quand il y en a 150 000 ou 200 000, ça ne peut pas fonctionner. Mais tout comme les prisons, quand il y en a 200 000, ça ne peut pas fonctionner. Tout comme les hôpitaux. Enfin, c'est quelque chose... Voilà, ça a été une volonté politique de faire mourir Vincennes. Après, bien sûr, il y a eu des errements. Oui, on peut dire des errements. Des errances. Il y a eu la drogue, etc. Mais la drogue, si vous voulez, à la fin des années 70, début des années 80, il n'y en avait pas plus à Vincennes qu'aux Beaux-Arts. Enfin, ça, tout le monde le sait. Mais voilà, c'était un projet politique.
Il y avait une autre question l'autre question, importante. c'était sur les témoignages. Les témoignages. Oui, alors, ça c'est très important. C'est-à-dire que je fais très attention à ça. Parfois, je fais des films avec des historiens et parfois, je n'en fais pas. Mais pour moi, ce ne sont pas les mêmes films et ce n'est pas la même intentionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, Les Marches de la Mort, c'est un film que j'ai fait avec des historiens parce que j'avais absolument besoin d'une objectivation historique. Vincennes, c'est un film que j'ai voulu de rechef subjectif, puisque je tutoie l'université, je l'appelle, je m'adresse à elle, etc. Et donc, dans cette subjectivité-là, j'assume de ne pas avoir d'historien parce que je me dis c'est mon récit. Et je me dis que les archives, quand on voit comme ça des gringoles, il y a une archive peut-être qui vous a amusé, c'est quand le Parti communiste, la délégation du Parti communiste visite les locaux, ils sont effarés, etc. Bon, moi je comprends vraiment, et je me dis que les archives, elles disent des choses de l'objectivité, et puis après, je balance, enfin, j'essaye de tempérer, mais c'est vrai que je suis très attentive. Il m'arrive aussi de ne pas prendre des témoignages parce que les témoignages qu'on me fait, ça concorde, je ne comprends pas, c'est complètement discordant, donc je ne les prends pas. Alors, justement, il y a une scène qui est assez étonnante. À un moment donné, il y a le président d'université qui est d'ailleurs communiste, hein, de mémoire, et donc qui raconte comment il a été finalement enfermé dans l'université, kidnappé par les manifestants. Et visiblement, il n'a pas tout à fait la même version que son épouse, qui lui rappelle que, il se souvient quand même que, elle se souvient que ça avait été beaucoup plus difficile pour lui qu'il ne voulait bien le dire. Oui, mais c'est intéressant, François, parce que vous voyez, justement, j'ai fait exprès au montage de laisser ça. Oui, bien sûr. Évidemment. Que je n'ai pas juste laissé Claude Friot qui dit non mais ça va, c'était sympa, je suis restée 3 jours avec eux, bon c'était un peu exagéré mais quand même. Elle dit t'as quand même failli en mourir, hein, t'as eu une sorte d'accident cardiaque, etc. Donc évidemment que dans ces cas-là, pour ce type de film, en fait c'est moi qui suis l'historienne de mon propre film, j'essaie de vérifier et évidemment que je garde ce genre de séquence parce que c'est important. Tout comme Henri Weber, quand il raconte que finalement à un moment il n'y avait plus rien, il y avait plus les verrous des portes des toilettes et puis il n'y avait plus non plus les portes de toilettes. Et c'est à peine s'il y avait plus les cuvettes des toilettes. Et voilà, il y a un moment donné où... Mais là, justement, quand vous disiez que c'était une utopie qui avait été réalisée, quand même, les 15 dernières minutes de votre film, où on voit cette accumulation de problèmes matériels, d'organisation... le rêve, on prend un petit coup quand même. Ah non, mais c'est certain que le rêve, il en prend un petit coup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faute du rêve. C'est pas le rêve qui est victime. Non, qui est coupable, qui est la cause, c'est pas le rêve, c'est que les autorités politiques ne veulent plus que cet endroit existe, donc ils le laissent mourir. Et moi, en même temps, c'est vraiment une histoire intéressante parce que je me suis toujours dit, si ça n'avait pas été rasé, 9 mois plus tard, c'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en mai 1981. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait de Vincennes ? Mais vraiment, c'est une vraie question. Est-ce qu'il aurait mis des moyens ? Est-ce qu'il aurait été embêté comme pas possible parce que le socialisme n'était pas forcément le gauchisme ? Enfin, voilà, qu'est-ce qui serait passé ? Donc, tout ça est très politique aussi. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, dans ce film Vincennes, on voit bien dans votre filmographie tout l'intérêt que vous avez pour l'histoire intellectuelle française. Alors, au dernier Festival du film d'histoire, on a programmé le portrait de Simone de Beauvoir. Vous avez également fait un portrait sur Jacques Derrida, sur Françoise Dolto. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces projets-là ? Comment vous les préparez ? Comment vous les imaginez ? Qu'est-ce que, par exemple, si on commence par Simone de Beauvoir,
il y a eu un nombre de livres, pardon, à la fois écrits par Simone de Beauvoir elle-même, mais qui lui ont été consacrés. Qu'est-ce qu'un documentaire peut apporter de plus ? Alors, je vais d'abord répondre parce que c'est marrant, parce que ça me fait réaliser quelque chose. Effectivement, j'ai fait ces portraits-là. J'ai fait aussi un portrait sur Catherine Deneuve. Je viens de terminer un portrait sur Marc Ribot. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce très grand photographe qui a été un des présidents de Magnum et qui a parcouru les 5 continents pendant 60 ans et qui a fait parmi certaines des photos les plus emblématiques du XXe siècle. Et finalement, je me rends compte qu'à chaque fois, ça, c'est toujours un producteur ou une productrice qui me contacte et qui me propose de faire le film. C'est-à-dire que... C'est une commande. Ouais. C'est marrant. Mais s'il vient vers vous, il y a une raison. Oui, mais c'est pas moi c'est pas moi qui me lève un matin qui fait oh bah tiens, Jacques Derrida, je vais y aller. Et d'ailleurs, Jacques Derrida, j'ai eu la peur de ma vie parce que c'est très très compliqué, Jacques Derrida, et c'était très difficile à faire. Et mon père étant philosophe normalien, etc., j'étais tellement stressée le matin que tous les matins, je vomissais avant d'aller en salle de montage, pour vous dire le truc. Mais les personnages, en fait, après, donc ce sont des commandes, et ensuite, il faut que je m'attache à eux. Donc je lis. Alors Simone de Beauvoir, le prétexte, c'était un prétexte formidable, et c'est pour ça que j'ai accepté, par exemple. Simone de Beauvoir, typiquement, j'ai accepté pour ça. En fait, à chaque fois, c'est toujours pour une raison particulière. Simone de Beauvoir, il y avait une traduction nouvelle du Deuxième sexe. Il faut savoir que le Deuxième sexe avait été traduit aux États-Unis par un traducteur homme qui avait édulcoré énormément de passages qu'il ne trouvait pas corrects. Et donc la version américaine était une version très édulcorée. Et donc là, c'était deux femmes formidables qui refaisaient ensemble la traduction, mais vraiment intégrale du texte. Donc c'était à travers cette renaissance du texte, et moi je les ai filmés en train de travailler. Bon, ça c'est une toute petite partie parce que pour un film c'est pas passionnant de voir, mais c'était voilà, c'est à travers la renaissance du texte du Deuxième sexe et sa republication qu'est partie cette idée. Jacques Derrida, vous voyez, c'était une biographie de Benoît Peters, qui était une très belle biographie et qui n'était pas du tout une biographie philosophique. C'était une biographie très incarnée, etc. Et j'y ai trouvé plein de choses qui me passionnaient. Bon, évidemment, il y avait déjà il y a toutes le fait d'être juif, le déracinement, voilà, la French Theory, etc. Et c'est à travers cette biographie que je me suis dit oui, je peux raconter, mais en fait, ça ne m'intéresse que quand moi-même j'arrive à tirer mon fil personnel, c'est-à-dire que j'arrive à projeter quelque chose. Vision à vous. Oui. Et Françoise Dolto. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai rencontré la fille de Françoise Dolto, Catherine Dolto, et la façon dont elle parlait de sa mère, ce qu'elle en disait, je trouvais ça tellement merveilleux qu'une fille parle comme ça de sa mère. Je me suis dit, ah oui, là, je peux faire quelque chose. Et en fait, je parle énormément de l'enfance de Françoise Dolto, qui a été une enfant malheureuse, ce qui explique son travail. Mais voilà, il me faut toujours un endroit où moi-même je puisse me trouver. Et alors, donc, sur tous ces personnages, ce que je disais tout à l'heure, donc il y a eu beaucoup de publications, évidemment. Donc, qu'est-ce que peut le documentaire, en plus des ouvrages qui ont pu être écrits? Est-ce que vous avez le sentiment que finalement c'est juste une synthèse accessible à un large public? Parce que c'est vrai que c'est quand même l'intérêt aussi de la télévision, de toucher tout d'un coup des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas forcément lu les livres qui sont plus pour des spécialistes. Ou est-ce que malgré tout, par l'image, par la parole, etc., on arrive à apporter quelque chose en plus? Alors,
vous dites quelque chose qui m'importe et je suis contente de le dire ici. Moi, je crois profondément, mais vraiment profondément, dans l'idée que à la télévision, on peut faire des beaux films exigeants intellectuellement, beaux esthétiquement, intelligents, intéressants, qui parlent à tout le monde. Et c'est un peu une de mes obsessions de faire ça, parce que je me suis toujours dit, c'est un moyen mais tellement incroyable de toucher tout le monde. Mais voilà, tous les publics, etc. Le truc que j'adore le plus au monde, c'est quand je vais chez mon boucher qui m'a dit « Oh bah, j'ai regardé ton film hier, j'ai vachement aimé. » Alors là, je suis... Mais vraiment, je préfère 1000 fois que les 3 T de Télérama. Je suis mais tétanisée de bonheur. Tellement ça me fait plaisir. Et le fromager, pareil. Oh, Virginie, c'était bien, hein, c'était vachement bien, hein, ça m'a intéressé. Je suis là. Oh là là. Et évidemment que les films peuvent apporter plus. D'abord parce que justement, ils rentrent dans des foyers. Mon boucher, a priori, c'est pas tellement le genre à se lire un livre sur Catherine Deneuve, quoi, a priori. Et par exemple, Françoise Dolto, j'avais eu l'idée de raconter son histoire à travers cette émission qu'elle faisait lorsque l'enfant paraît. Peut-être ça dira quelque chose à certains d'entre vous. Et donc, j'avais repéré dans les livres, alors c'est des énormes tomes, donc c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a 3 gros tomes, etc. Enfin, moi, ça m'a passionnée parce que j'ai adoré l'entreprise déculpabilisatrice de Françoise Dolto envers les mères, mais vraiment, pendant tout le temps, je me disais, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant, et tout. Mais je repérais ça, et ensuite, j'ai fait un truc que j'ai adoré faire et que j'aurais pas pu faire dans un livre. J'ai reconstitué le cabinet de Françoise en studio. Et donc, je suis allée chez sa fille, chez Catherine. J'ai pris la grande tapisserie, j'ai pris des livres, j'ai pris des objets, on a chiné avec le chef déco au Puce de Saint-Ouen le divan. Enfin, on a refait le cabinet. Et j'ai mis un agra sur le bureau. Et il y avait sa voix dont j'avais choisi les extraits, où elle parle, etc. Bon, bah ça, je sais pas, c'est des moments merveilleux, et c'est la magie du documentaire. C'est ça, alors que j'adore les livres, etc., on n'aura pas ça, on n'aura pas cette émotion-là. C'était magique, c'était magique. Et je me souviens, Catherine, je lui avais envoyé une photo du cabinet, et elle m'avait dit, mais c'est pas possible, comment vous avez fait? Enfin, c'était dément. Alors, parmi les films que vous avez réalisés, qu'on a programmés à Pessac, notamment dans le cadre du festival, il y a à la fois un portrait de Catherine Deneuve, c'était l'an dernier, et puis 2 années plus tôt, c'était Jeanne Moreau. D'ailleurs, le film avait reçu le prix du meilleur documentaire d'histoire du cinéma à ce moment-là. Donc, j'imagine qu'il y a un travail particulier quand on travaille sur le cinéma, sur des actrices qui ont une carrière incroyable, et donc il faut en 52 minutes, c'est top chrono, résumer la vie, l'œuvre, le parcours de femmes extraordinaires. Donc j'imagine que c'est une espèce d'équation impossible à tenir, donc il faut faire des choix un peu cornéliens. Comment ça se passe? Jeanne, c'était effectivement 54. En l'occurrence, il m'avait... Oui, c'est vrai que Deneuve, c'est plus long. Deneuve, c'est beaucoup plus long, c'est 105 minutes. Oui, Deneuve, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'avais fait 90 minutes, et à la fin du visionnage, en salle de montage, ils m'ont dit « Ah non, ça ne peut pas se terminer là, il faut encore 15 minutes. » Mais ça n'arrive jamais, normalement. Non, ça arrive rarement. Désespoir du producteur, 15 minutes en plus. Désespoir de la réalisatrice, 15 minutes en plus, parce qu'on n'est pas payé du tout pour ces 15 minutes en plus. Mais bon, en même temps, j'étais tellement contente de faire 15 minutes en plus de Catherine. Mais voilà, ils avaient dit « Ah non, 90, c'est trop court, tu peux pas nous laisser comme ça, il nous en faut encore. » et tout. Moi, j'étais trop contente. Mais Jeanne, alors là, c'est marrant parce que Jeanne... Alors, il faut mettre la main un peu plus haut. Voilà. Pardon, excusez-moi. Jeanne, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai proposé ce portrait. Et c'était lié... Alors, quand c'est 52 ou 52 minutes, il faut un prisme. C'est impossible, on ne peut pas raconter toute l'histoire. Donc là, c'était Jeanne Moreau et la nouvelle vague. Donc c'était vraiment... c'était ça que j'avais proposé, et c'est ça qui a marché. C'est-à-dire,
parce j'avais lu une phrase d'elle géniale. Elle disait à chaque fois que le cinéma a un truc nouveau à faire, on toque à ma porte. Voilà, donc en fait c'est comme ça que ça commençait le film. Et donc c'était vraiment à travers le prisme de la nouvelle vague, même si à travers ça je racontais son histoire, mais ça permet de faire des coupes sombres dans toute la carrière. Et donc vous arrivez à placer des extraits que vous voulez, comment ça se passe? Financièrement parlant, vous voulez dire? Oh, mais c'est toujours... à la fois dans le récit, mais aussi financièrement, oui. Dans le récit, oui. Alors, bon, moi, ça fait partie un peu du deal de départ. C'est-à-dire que je m'amuse pas à faire un film sur une comédienne comme Jeanne Moreau ou une comédienne comme Catherine Deneuve pour avoir 3 extraits, quoi. Alors là, c'est pas possible. Donc, vraiment, ça fait partie de la négo de départ avec le producteur. Voilà, moi, j'aurais tant d'extraits parce que sinon, je fais pas le film. Et après, je construis vraiment ma narration aussi par rapport aux extraits. Et puis après, il y a des trucs très subtils dans la production, c'est-à-dire qu'il y a le droit de citation, il y a des moments où on peut utiliser des moments très courts, 30 secondes d'un film, parce qu'il illustre exactement ce que dit votre propos. Donc, par exemple, avec Catherine Deneuve, je suis devenue très forte là-dedans. Parce que, voilà. Parce que j'avais besoin de beaucoup d'extraits, donc voilà, elle a choisi la couleur blonde, et boum, je vous mets 5 extraits où elle est toute blonde, et j'illustre le truc et on ne paye pas de droit. Et donc là, on ne paye pas. Ouais. Donc ça, c'est un truc à connaître. Ça, c'est un truc à connaître. Voilà. Mais il faut vraiment illustrer... à la lettre, en quelque sorte. Voilà, à la lettre. Le jour où Catherine Deneuve, je ne me souviens plus de la phrase, a choisi la couleur blonde, bon, c'était bien mieux écrit, alors je ne vais pas vous dire. Mais voilà, et après, on avait... des micro-moments. Et c'est chouette parce que ça permet quand même de montrer plein de moments différents sans payer. Alors, on va faire un petit flashback si vous voulez bien, puisque là, on vient de parler de films finalement assez récents. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez démarré? Parce que, alors aujourd'hui, il existe des formations pour le cinéma, pour le documentaire en particulier, même, ce qui n'existait pas il y a quelques années. À mon époque. Voilà. Et donc, non, mais comment on vient au documentaire? On va dire quand même le plus souvent d'histoire, quasiment, à chaque fois. Hein. Comment on met le pied à l'étrier, comment ça se passe, comment on gagne son autonomie en quelque sorte? Alors moi, c'est une sorte de petit miracle, mais complètement incroyable. En fait, j'ai fait Sciences Po, et puis j'ai fait un DEA, et puis après j'ai fait un doctorat, et tout ça parce que je savais pas quoi faire, et que mon obsession c'était de continuer à lire, à écrire, et que je voyais vraiment pas quel métier je pourrais faire. Et alors, donc le doctorat, j'ai eu une allocation de recherche, et à ce moment-là, j'ai écrit mon premier livre, qui est un livre de témoignages déjà, de récits qui était sur les établis. Voilà. Alors, je vous annonce que je suis la fille de Robert Linhart, l'auteur de l'établi, et à l'époque j'avais 24 ans, et bon, mon père n'était pas très très causant, et j'étais obsédée par l'idée d'essayer de comprendre comment, quand on est à Normal Sup, à Polytechnique, aux Mines, à Sciences Po, on peut choisir de tout quitter pour aller à l'usine. Je me disais, moi je suis à Sciences Po, franchement, je me vois pas du tout aller à Boulogne-Billancourt. Enfin, évidemment que je comprenais la philosophie générale. Et donc j'ai fait mon premier livre qui s'appelle Volontaire pour l'usine, vie d'établi. Et je l'ai fait, il a été édité par Patrick Rothman aux éditions du Seuil. Et là, c'est un coup de chance incroyable parce que donc, Patrick a édité ce livre. Et il a aimé ce livre. Et il m'a dit, après ce livre, il m'a dit, je lance une série documentaire à la télévision. J'ai besoin de quelqu'un qui fait les recherches historiques, parce que parce que les réalisateurs n'y connaissent rien. Tu feras les chronologies, tu feras la documentation et tout. Et moi, j'étais à Sciences Po en doctorat, et donc j'avais accès à la
plus grande bibliothèque. Et donc tu feras ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai commencé en faisant la documentation des réalisateurs, en faisant les chronologies, et puis après, en choisissant leurs archives, et puis après, en commençant à regarder en montage, parce qu'il y avait des erreurs historiques, et je disais, non, là, ça peut pas, machin. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Et puis ensuite... et à un moment donné, vous passez quand même de l'autre côté. Oui. Après, je suis devenue assistante de réalisation auprès de Patrick. Et puis après... c'était marrant. Je suis devenue assistante de réalisation. Après, Patrick a fait un putsch, bien à sa manière. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, c'est moi qui vais les réaliser, ces films. Je vais les faire mieux, et puis tu vas les faire avec moi. Donc après, je les ai écrits avec lui. Puis après, je les ai réalisés. Puis voilà. Et à un moment donné, vous les réalisez toute seule. Ouais, mais ça, pour les réaliser toute seule, j'ai dû partir. Partir des brûlures de l'histoire. Oui, donc c'est important parce que vous avez évoqué, j'imagine que beaucoup s'en souviennent dans la salle, vous avez évoqué donc une série. Donc il s'agissait d'une émission de télévision, Les Brûlures de l'histoire. Mais c'était un rythme dingue parce qu'au début, c'était hebdomadaire. On bossait. Donc, mais ça a été une école donc moi c'était ça mon école de formation, mais c'était dément, c'est-à-dire que chaque semaine tout sur la révolution des œillets, le putsch d'Alger, mai 68, Vichy et les Juifs, etc. Et puis après les tournages donc organisés, là c'est une école etc. incroyable. Et ensuite c'est passé à un rythme mensuel. Mais c'était encore plus de travail parce qu'on a abandonné la formule plateau où il y avait des historiens et on racontait tout en images d'archives avec des historiens qu'on filmait. Mais c'était un boulot colossal, mais c'était génial parce qu'en gros, j'ai appris à réaliser un 52 minutes par mois. Pendant tout ça, ça a duré 4-5 ans. Voilà, et donc j'ai été assistante, puis après j'écrivais les projets, et puis après j'écrivais les commentaires, et puis après je réalisais avec Patrick. À la fin, on co-réalisait tous les deux, et puis après, je suis partie réaliser mes propres films. Parce que vous aviez l'envie d'avoir votre propre point de vue, vos propres sujets peut-être. Oui, parce que Les Brûlures de l'Histoire, c'était quand même la chose de Patrick, donc il m'aurait jamais laissé réaliser toute seule. Et à un moment, je sentais que j'avais besoin de réaliser toute seule. Voilà. Alors, sur pas mal de sujets qu'on a évoqués, il y a une question générationnelle. Est-ce que justement dans le tandem que vous faisiez avec Patrick, c'est quelque chose qui avait son importance? Oui, énorme. C'est-à-dire que lui, il m'a appris... vraiment, il m'a appris ce truc qui est mon mantra, la précision historique. Bon, alors, évidemment, j'avais fait Sciences Po, j'étais en doctorat de sciences politiques, donc la précision, je la connaissais, mais la précision historique par rapport aux archives. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de documentaires d'archives où on utilise des archives qui ne correspondent pas au moment, à l'époque, ou même au pays, etc. Alors, nous, au Brûlures de l'Histoire, ça, c'était vraiment impossible, c'était inimaginable. Donc, il m'a appris cette exigence-là, incroyable. Et moi, qu'est-ce que je lui ai appris je sais pas ce que je lui ai appris. Je l'ai beaucoup aidé. Je travaillais vraiment énormément. Lui, il faisait d'autres choses. Il était en même temps éditeur, il était écrivain, etc. Moi, je ne travaillais qu'au Brûlures de l'Histoire. Alors, vous disiez tout à l'heure que finalement, vous étiez arrivé à la réalisation, à l'assistanat, à la recherche, un peu presque par dépit. Mais non, pas par dépit, par hasard. Par hasard. Mais par hasard, alors, mais pas vous par avez... dépit. oui, pardon, c'est plus précis. Mais néanmoins, vous avez une histoire personnelle, une histoire familiale, liée à l'histoire politique contemporaine en particulier, qui vous oriente quand même sur des sujets historiques comme ceux que vous avez traités. C'est pas seulement le hasard. Vous avez une connaissance, vous avez des liens, vous avez... Non, le truc, c'est que ma rencontre avec le documentaire, pour moi, c'est vraiment la chance de ma vie. À part ma rencontre avec mon amoureux. Mais voilà, c'est les deux chances de ma vie, le documentaire, mon amoureux.
À égalité, exactement. On lui dira. Comment? Non, vous lui direz. Mais il le sait, il le sait. Mais non, c'est une chance inouïe parce que moi, en fait, je voulais pas du tout être chercheuse. Je voulais pas être chercheuse. Je voulais pas m'enfermer je voulais pas faire ça. Mais je savais que lire, que écrire. Et en même temps, je pouvais pas être écrivain parce que j'étais complètement écrasée par la figure tutélaire de mon père. J'ai quand même passé à peu près les 30 premières années de ma vie. Chaque fois que je me présentais, on me disait « Ah, bonjour, la fille de l'établi ». Et donc, je pouvais pas écrire. Je voulais vous pas avez être prof. publié quand même, pardon, hein, mais vous avez quand même publié. J'ai publié après. Enfin, à 25 ans, j'ai fait mon premier livre volontaire pour l'usine. Bon, on peut pas dire que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont. Enfin, voilà, ça n'a pas été un livre. Ça a mis du temps pour que je publie. Voilà, j'ai mis du temps pour oser publier. Et d'ailleurs, mon père dit toujours, je préfère tes films à tes livres. Hein. Quand même, il faut savoir qu'il reste un seul écrivain dans la famille, c'est lui. Hein, les choses soient bien claires. Voilà, donc lui, il préfère mes films, que chacun reste à sa place, et les vaches et les cochons, enfin les cochons bof, mais ils seront bien gardés. Et donc je savais pas quoi faire, quoi. En fait, je savais pas quoi faire. Il fallait que je gagne ma vie parce que j'avais vraiment, alors pour le coup, pas du tout de rond. Donc l'allocation de recherche, mais j'étais un petit peu comme ça. J'avais fait des piges de journaliste. J'avais été, j'avais fait aussi. Alors on dit plus ça. Maintenant ça se fait plus. J'avais été l'écrivain. Un nègre. Ouais, mais ça se dit plus. Ça se dit plus. Alors là, ma fille me tue si je dis ça. Donc je sais pas comment on dit, la fausse écrivain, enfin celle du derrière, quoi. Enfin derrière, j'avais été derrière l'écrivain qui avait fait un livre. Voilà, je prêtais déjà ma main. Donc oui, le porte-plume. Voilà, le porte-plume et cerveau, porte-plume et cerveau. Et donc le documentaire, c'est une chance inouïe parce que le documentaire, je peux écrire, mais je n'écris pas des livres. Du coup, je ne déplais pas à papa. Je peux écrire, je peux raconter toutes mes histoires dans ce truc magnifique que sont les archives. Et là, vraiment, pour le coup, s'il y a un truc dont je suis tombée amoureuse, c'est les archives. C'est au brûlure de l'histoire. Vraiment, quand j'ai compris ce que c'était qu'une archive, que j'ai compris ce qu'on pouvait voir, montrer... ça m'a rendu dingue. Si on revient sur Vincennes, justement, est-ce qu'il y a une archive en particulier qui correspond à ce que vous dites? C'est-à-dire oui. La joie de découvrir une image qu'on ne connaissait pas et qu'on se dit, voilà, celle-là, je vais la mettre dans le film, ça va être extraordinaire. Bah oui, alors vous allez penser que je n'ai pas fait mon Oedipe. C'est faux. J'ai tout réglé avec mon père. Mais il se trouve que je fais donc ce film sur Vincennes. Donc je cherche plein d'images d'archives, etc. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est très écrit. J'ai regardé tout. Et puis un jour, j'ai un coup de téléphone. On me dit qu'il y a un film qui va être diffusé à Saint-Denis, donc qui est la nouvelle Vincennes. Enfin, c'est là que ça a été déplacé, même si la fac est très différente, et qu'il y a un film qui est diffusé qui s'appelle Les murs prennent la parole. Je me souviens plus exactement du titre, excusez-moi. Et que les archives vont sans doute m'intéresser et tout. Donc évidemment, j'y vais. Je suis en pleine construction du film, et je vais voir ce film qui se tourne donc à la fin de Vincennes, et tout d'un coup, je vois mon père sur l'écran. Tel que je m'en souviens quand il était à Vincennes, tel que je m'en souviens petite fille, et tel qu'il a quand même disparu parce que mon père est tombé très très malade, etc. Et donc voilà, il est plus du tout comme ça, et je le vois expliquer. Mais je vous jure, je suis tombée par terre. J'étais assise, j'étais comme ça, et je me suis dit, mais peut-être. Alors je crois pas du tout, il y a un mantra, c'est tracé, nana. Mais je me suis dit, mais je le fais pour ça, ce film. Je le fais pour montrer cette archive-là. Voilà. Et
Et je me souviens, à la première projection du film, c'était une très belle projection, c'était au Forum des images, au Hall, c'était dans la salle 500 que vous connaissez, mais une énorme salle comme ça, complètement bourrée. J'étais à côté de mon père, et quand il arrive sur l'écran, je me suis tournée vers lui, il pleurait. C'était trop beau. Bon, c'est une belle image, effectivement, bien sûr. Alors, vous avez fait donc un nombre important de documentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire si, aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment qu'il y a une façon, un style Virginie Linard dans la réalisation de documentaires? Certains partis pris, certains... Sans que ce soit, voilà, qui s'est, au fil du temps, mis en place votre manière à vous. C'est toujours un petit peu difficile de dire ce type de choses. Je crois que qu'il y a une écriture. Je crois qu'il y a une écriture particulière, et je crois que cette écriture particulière, elle est très liée à mon obsession de toujours lier la petite histoire et la grande histoire, l'intime et le collectif, qui, alors pour le coup, est totalement lié à ma propre histoire, hein, vraiment. Voilà, moi je suis née de parents extrêmement militants, la politique passait avant tout. Je crois encore aujourd'hui que la politique explique tout, même si voilà, on n'est pas obligé d'en faire, mais je crois que tout s'explique politiquement, oui, ça je le crois. Et je pense que, je dirais que c'est ça, c'est cette idée que j'essaye toujours de tirer ce petit fil du personnel, quoi. Une musique intime. Alors, avant d'arriver sur Les Marches de la Mort et sur les autres documentaires que vous avez consacrés à la période 39-45, peut-être qu'on peut terminer sur l'évocation justement de vos parents, puisqu'il y a un de vos documentaires qui s'intitule 68, mes parents et moi. Donc pour le coup, c'est dans le titre, c'est clair, pour tout le monde. C'est pas si courant que ça quand même dans un documentaire, à un moment donné, de faire un film à la première personne de manière totalement assumée. Comment ce film-là, il s'est préparé? Des films sur mai 68, des documentaires en particulier, il y en a eu énormément. Donc comment vous arrivez à proposer, à réaliser ce projet-là en particulier? Eh ben, c'est marrant parce qu'on parlait justement des diffuseurs, etc. Et donc ce film, c'était pour l'anniversaire des 40 ans de 68. Je me suis dit, pour l'anniversaire des 40 ans de 68, je vais faire un film sur les enfants qui ont environ la quarantaine, et comment on a été élevé, et où on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on garde de tous ces souvenirs de cette enfance, qui était une enfance extrêmement politique, etc. Donc, d'abord les combats politiques, puis les communautés, puis la liberté sexuelle, puis le MLF, puis éventuellement la drogue, etc. Enfin, voilà, et qui on est, nous, aujourd'hui, maintenant qu'on est, nous aussi, souvent parents, comment on a fait, quoi. Et raconter un peu ce récit. Eh ben, personne n'en voulait dans aucune chaîne. Mais alors, désintérêt total. Ah ben non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Roland Castro, c'est Henri Weber, c'est comment ils ont pris la prise pas la Bastille, mais de l'Odéon. Et blablabla, et tout. Le truc d'Annie Cohn-Bendit, et tout le truc qui a été fait 100 000 fois, et que j'ai fait, d'ailleurs, très bien, avec Patrick Rothman, aux Brûlures de l'Histoire. Et impossible de vendre ce film. Eh bien, de vendre le film, c'est-à-dire de le faire, en fait. Oui, enfin de vendre le projet. 68, mes parents et moi. Et alors là, qu'est-ce que je fais? J'appelle Patrick Rothman et je lui dis, voilà, j'ai un projet que je trouve bien, personne n'en veut. Est-ce que tu veux bien le lire et me dire si tu as l'idée d'un diffuseur ou même en parler pour moi, etc. Parce qu'elle était plus puissant que moi, plus âgé, plus grand, plus homme, plus tout. Donc il avait plus l'oreille des chaînes que Virginie. Et donc je lui envoie le projet et il m'appelle, il me dit, écoute, c'est extraordinaire. Voilà, ils comprennent rien dans les chaînes. Je te signe un contrat au Seuil.
Et c'est l'origine de mon livre, Le jour où mon père s'est tu. Et en fait, il m'a signé un contrat. Et moi, comme j'étais quand même contrariée de ne pas pouvoir faire le film, au lieu de prendre un enregistreur, j'ai pris une caméra et un micro et j'ai filmé tout le monde. Alors c'était assez marrant parce que j'étais enceinte de mon 3e enfant. J'avais aucun argent puisque je le faisais, voilà. Donc mes seules notes, c'était des frais de taxi, parce qu'avec la caméra, le pied, etc., j'arrivais. Et donc j'ai filmé tout le monde. Et à la fin de la rédaction du livre, j'avais terminé de rédiger le livre à partir des entretiens filmés, mais c'était un livre que j'avais fait. Marie-Hélène Ranck de Cuve Productions me dit j'ai une super nouvelle, Planète et la RTBF nous achètent le film. Et là, je lui dis, oh non, mais attends, il est trop tard, ça y est, j'ai écrit un livre, ça va intéresser pas. Non, j'en ai marre et tout. Et elle me dit, ah, si tu le fais pas, je te parle plus jamais de ma vie. Je dis, bon, d'accord, ok, je le fais. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle un joli chantage, oui. Voilà, et donc j'ai fait ce film et qui a eu vraiment, vraiment beaucoup de succès et beaucoup d'écho. Et aujourd'hui, il est en DVD avec Vincennes. En vente, il y a l'université de Vincennes et les deux ensemble. Les deux ensemble, ce qui me fait très très plaisir parce que c'est une sorte de c'est un duo qui marche bien. Mais c'est vrai que c'est tout ça pour vous dire que c'est quand même compliqué de vendre aux chaînes des films très personnels, alors même que c'est quand même un film qui a parlé à beaucoup de gens, parce que oui, les parents beaucoup avaient fait 68 et donc les enfants avaient beaucoup vécu dans cette idée, et j'ai fait plein de débats où des enfants et des parents étaient ensemble. Enfin, c'était marrant de dire enfants parce que c'est des enfants de 40 ans, mais ils redevenaient enfants, quoi. Il y a Julie Gavras qui est venue à Pessac, qui a fait La faute à Fidèle, qui est aussi une forme de réminiscence de la vie avec ses parents, notamment Costa Gavras, évidemment. Alors, on va passer donc à la partie qui concerne la période qui est la plus traitée, finalement, dans les documentaires d'histoire. C'est 39-45 et la Shoah, et la collaboration, et la persécution des Juifs. Enfin, voilà, c'est un sujet, finalement, quand on regarde votre filmographie, qui est présent dès le départ, et qui revient régulièrement. Alors, là aussi, quand même, votre histoire personnelle peut être une forme de source, en quelque sorte. Mais une des questions que j'ai envie de vous poser, c'est, face à la multiplicité de films qui ont été réalisés, comment on se dit qu'on va essayer de renouveler la manière de raconter, d'expliquer, de montrer tout ce qui s'est passé? Non, mais alors là, c'est la vraie question. Enfin, pour moi, c'est la seule. C'est la seule question. J'ai commencé à faire des films, autour de l'extermination des Juifs d'Europe avec Patrick Rothman, autour des brûlures de l'histoire. Et puis, comment on fait pour renouveler? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que je vais prendre, disons, les 3 films les plus forts que j'ai fait dans ce domaine, à mon sens, et à chaque fois j'ai essayé vraiment de réfléchir à ça. Moi, je suis petite fille de Juifs polonais rescapés de la Shoah, qui n'ont pas été déportés, qui se sont cachés en France, et mon père est né caché à Nice pendant la guerre, en avril 1944. C'était une famille, mais toute la famille de ma grand-mère, une très grande partie de la famille de mon grand-père a été évidemment exterminée. Et c'est une famille qui a été très très marquée par cette histoire-là, très marquée, et qui n'en a jamais parlé. D'où mon obsession du silence, vous me voyez arriver. Et donc n'en a jamais parlé, et a toujours... donc il y avait, mes grands-pères s'appelaient Jacob et Macha, ils s'appelaient Jacques et Maryse.
Voilà, on parlait jamais du fait d'être juif à l'extérieur. On en parlait en permanence à l'intérieur de la maison, jamais à l'extérieur. Enfin, il y avait vraiment un truc, la frontière privée et publique était énorme. Et mon premier film vraiment important sur cette question, c'est un film que j'ai décidé de faire avec les rescapés sur la vie après. C'est-à-dire comment on fait, parce que c'était la question qui m'obsédait pour mes grands-parents en fait, parce que et à laquelle ils ne voulaient pas vraiment répondre. Comment on fait pour vivre après? C'est-à-dire comment on fait pour se réinstaller dans un pays qui a pu dont des habitants ont pu vous dénoncer, ont pu spolier votre appartement, ont pu... pas tous évidemment, mais et comment on fait pour aimer après Auschwitz, après Ravensbrück, après tout ça, comment on fait pour faire des enfants? Comment on fait pour gagner sa vie? Comment on fait pour y croire? Pour moi, c'était une question obsédante. Et j'avais écrit un projet. Et à l'époque, j'avais écrit ce projet. Et puis, il y avait des historiens qui expliquaient plein de choses sur le silence structurant, etc. Et tout ça. Et puis, quand j'ai eu réalisé tous les entretiens avec les survivants, du coup, je me suis dit, il faut en fait qu'il n'y ait aucune autre parole que la leur dans ce film. Et donc, il n'y a aucune voix off, sauf la mienne au départ, mais c'est 4 lignes qui racontent qu'il se retrouve à l'hôtel Lutetia tous les mardis soirs, je crois, il y avait un dîner. Et après, je les laisse parler tout le temps. Et l'histoire, elle était racontée par les archives, que par les archives. Voilà. Ce film a eu ça comme importance, c'est que c'était la première fois qu'il y avait vraiment aussi longuement la parole des rescapés, qui racontaient jusqu'à la fin, de la sortie du camp à la vieillesse. Et ensuite, j'ai fait un film qui s'appelle Ce qu'ils savaient, les Alliés face à la Shoah. Bon, alors ça, c'est mon second doctorat, il faut savoir. Moi, j'ai passé 2 doctorats. Non, en fait, c'est une blague, mais je crois que j'ai lu autant de livres sur ce sujet que pour ma thèse. Et c'était que savaient Staline, De Gaulle, Roosevelt et Churchill sur l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça, c'est pareil, ça n'avait jamais été fait et ça n'avait jamais été écrit. Il y a bien sûr des livres sur Staline et la Shoah, Churchill et la Shoah, De Gaulle, mais aucun sur ça. Et donc toute la sorte de prouesse intellectuelle du film, c'était de croiser les 4 dirigeants. Niveau, ouais. Chronologique, ouais, en chronologique. Et ça, c'était que en images d'archives. Ça, j'en ai bavé. C'était difficile à faire. Vraiment, c'était un film très difficile. Et puis le dernier, c'est celui que vous montrez ce soir, qui est un film auquel je tiens particulièrement, sur les marches de la mort. J'y tiens particulièrement parce que c'est pareil. Les marches de la mort, finalement, c'est la partie complètement oubliée de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous parlez des marches de la mort, la plupart des gens ne savent pas à quoi ça fait référence. Ils oublient cette errance atroce entre le printemps 44 et le printemps 45 des prisonniers des camps de concentration et d'extermination. L'armée rouge arrivait et donc il fallait rapatrier les prisonniers pour continuer à les utiliser comme esclaves, etc., vers le Troisième Reich et vers l'Allemagne. Et donc ces traversées terrifiantes dans de pays entiers et avec des taux de mortalité incroyables. Et ça, c'est pareil. Je me suis dit, la seule manière... C'est un film que j'ai fait récemment, donc je savais... Enfin, je me suis dit, contrairement au film de Après les camps, la vie, j'espère que je vous ennuie pas, je suis pas trop longue. Vous n'êtes pas perdu du camp? Non, je me suis dit justement, ça sert à rien de chercher des rescapés. Il est trop tard. Voilà, il est trop tard. Donc, au contraire, ce qu'il faut faire maintenant, c'est revenir sur les lieux et essayer, en quelque sorte, de refaire les marches
pour faire éprouver à l'image ce que les rescapés ont pu vivre. Voilà, c'est ça. Et alors, il n'y a pas la tentation de repartir des textes, parce qu'il y a quand même des textes qui ont été écrits. Comment vous pouvez les utiliser, vous les approprier? J'en ai utilisé. Enfin, j'ai utilisé des petits extraits. Hein. J'ai évidemment Primo Levi, il y a Imre Kader. J'en ai utilisé, j'en ai utilisé quelques-uns, mais j'avais le sentiment pour ce film que ce qui était le plus important, c'est qu'on puisse comprendre la dureté de l'inhumanité de cette folie. Enfin, c'est une folie, c'est-à-dire que les nazis sont en train d'être battus. Il faut qu'ils rebroussent chemin, il faut qu'ils rentrent, mais au lieu de laisser leurs prisonniers dans les camps et de les laisser libérer, ils vont les traîner et les abattre au fur et à mesure de la faiblesse, de la famine, etc. Enfin, pour moi, c'est l'apocalypse du délire, quoi. J'ai eu très peur de faire ce film. J'avais très peur de ne pas réussir. J'avais très peur de faire ces marches, parce que du coup, j'ai fait ces marches. D'ailleurs, l'avant-veille de mon départ, je suis allée acheter tout un attirail, parce que on passait vraiment tout notre temps dehors. On était en Pologne, on était en février, il faisait moins 25, etc. Donc j'étais au Vieux Campeur. Mon chef opérateur qui prend soin de moi vraiment très très bien, il m'avait fait une liste de tout ce qu'il fallait que j'achète, etc. Donc je vais faire toutes mes courses au Vieux Campeur. J'achète tout. Vraiment, j'avais peur. Et je paye, etc. Et je rentre et je me souviendrai toute ma vie. En fait, il avait neigé à Paris et donc la route, elle était gelée. Et j'étais sur mon vélo. Et je me dis, fais très très attention là, c'est gelé, ne freine surtout pas brusquement parce que là, tu tombes. Et si tu tombes, tu peux pas faire le tournage. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'avais oublié toutes mes courses, j'avais dépensé une fortune au Vieux Campeur. Je freine brusquement, je fais un vol plané, mais un truc vous pouvez même pas vous imaginer. Je tombe au milieu de la chaussée glacée, genre comme ça, il y a 15 personnes qui courent. Ça va, on appelle les pompiers, etc. Non, mes affaires, le Vieux Campeur. Je ressors comme ça. Donc j'ai vraiment essayé de me casser la jambe avant de le faire. J'ai couru au Vieux Campeur. Personne ne m'avait piqué mes affaires et donc je suis partie pour Auschwitz. Voilà. Alors, justement, là, par rapport à la question que je vous posais, alors sur ce sujet, on comprend bien que vous apportez justement un éclairage inédit avec certains partis pris que vous venez de déclarer. Mais pour les films antérieurs, comment vous vous dites que vous allez donner une vision nouvelle qui apporte quelque chose de plus par rapport aux documentaires qui ont déjà été réalisés? Mais quels films antérieurs? Les deux que vous avez cités. Après Les Camps la Vie? Oui. Après Les Camps la Vie, il n'y avait jamais eu de film où il y avait simplement la parole des rescapés, sans intervention des historiens et sans commentaire. Personne ne l'avait fait. Le fait de se concentrer. La parole, juste la parole sur... c'était un film choral, parce qu'il y avait énormément de rescapés. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, parce que je suis allée le montrer à des lycéens qui, à 7, je crois, participent au concours de la résistance et font un travail sur Auschwitz. Et ça m'a bouleversée, parce qu'il y a toutes mes grandes héroïnes. Il y avait Simone Veil, évidemment, Marceline Loridan, tellement de femmes et d'hommes incroyables. Et ce qui était beau, c'était que c'était eux qui racontaient leur vie entièrement, depuis le retour des camps jusqu'à la vieillesse, et ça termine sur Simone Veil. Je suis émue, du coup, j'ai un chat dans la gorge, pardon, qui me dit que la dernière pensée qu'elle aura sur son lit de mort, c'est pour ses compagnons des camps. Donc ça, cette parole-là, comme ça, mon idée, c'était qu'il fallait qu'elle soit chorale, qu'elle raconte toute leur vie et qu'il n'y ait pas un degré d'interprétation qui intervienne.
Donc ça, je crois que c'était original. Et pour les alliés à la Shoah, rien n'avait été écrit sur les 4 dirigeants. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, François, s'il vous plaît ? Pardon. Alors, nous parlions tout à l'heure des témoignages. Merci. Alors, on peut, et des témoins donc, on peut évoquer maintenant peut-être les historiens. Hein ? Alors, vous avez évidemment raconté tout le travail d'enquête, de lecture, de compilation, de recherche, etc. Néanmoins, compte tenu des sujets que vous avez traités, à un moment donné, vous faites appel à des historiens, soit à l'image, soit dans la préparation. Alors, de la même manière, est-ce que vous pouvez nous décrire différents types de coopération, finalement, avec ces historiens ? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est vrai que c'est pareil. C'est-à-dire que chaque film... Peut-être vous l'avez compris à travers ce que je vous raconte. J'espère que je ne vous ennuie pas. C'est vraiment une aventure pour moi. C'est vraiment une aventure singulière. C'est toujours une découverte. Et donc, à chaque fois, c'est très différent. Par exemple, pour le film Après les camps, la vie, j'avais évidemment contacté Annette Viviorca, qui est la grande spécialiste qui est venue à l'université populaire à plusieurs reprises. Que vous connaissez évidemment, mais qui est la grande spécialiste du témoignage des témoins de la Shoah, etc. Et au départ, j'avais imaginé la filmer dans le film. Je pensais qu'elle serait la conseillère, évidemment, mais que je la filmerais dans le film. Et puis finalement, j'ai fait... le film sans qu'elle soit à l'image. Et elle n'a pas été hyper contente. Pardon ? Elle n'a pas été hyper contente. Ah. Mais elle a eu cette phrase formidable. Le soir de la projection, c'était une très belle projection, elle a dit puisque tout le monde est content, je vais dire que ça va. Mais c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué ? Alors, pourquoi c'est compliqué ? Alors, il y a toujours ce truc... C'est que moi, j'ai un respect fou pour les historiens. Et quand j'écris, je veux qu'ils valident tout et qu'ils vérifient tout. En revanche, je ne supporte pas que l'historien veuille devenir réalisateur. Voilà. Et ça, c'est compliqué, parce que on peut croire que quand on connaît très bien un sujet en tant qu'historien, on peut très bien le réaliser. Moi, je pense que non. Mais c'est moi, c'est moi, Virginie, qui pense que non. C'est pas forcément les historiens. Donc, alors, Patrick Rodman a une formation d'historien. Alors, Patrick Rodman, il a une formation d'historien, mais il n'a jamais enseigné. Et pour le coup, il a beaucoup plus une formation de documentariste qu'il a appris sur le tas, comme je vous l'ai expliqué, que d'historien. Il n'a jamais enseigné. Au bout du compte, vraiment. Et moi, mes collaborations rêvées, c'est des collaborations, par exemple, avec Henri Rousseau ou avec Christian Ingrao, parce que je vais les voir, je leur raconte le film que j'ai dans la tête, et eux, ils m'accompagnent de leur connaissance. Ils me disent « Oui, mais ça serait intéressant que tu ailles voir là-bas ». Par exemple, avec Christian, pour Les Marches de la Mort, il est le conseiller historique et je l'ai filmé. On a passé des heures sur les cartes, sur les trajets, à discuter, etc. et tout ça. Et bon, c'est moi qui avais eu l'idée d'aller filmer les routes. C'est pas. Mais après, ce que j'adore, c'est quand ça, voilà, quand il y a un ping-pong comme ça. Henri Rousseau, je l'avais appelé pour les Alliés à la Shoah. Je voulais absolument que ce soit lui, mais absolument. Et il m'avait dit, je refuse systématiquement désormais d'être conseiller de film. Ça me prend beaucoup trop de temps. Il faut tout que je réécrive. Je le fais plus. Mais comme j'ai lu Le jour où mon père s'est tu, je suis OK, je sais que vous savez écrire et on va le faire comme ça. Et c'était génial, Vraiment, je me souviens de sa tête quand il a vu une archive, on parlait des archives et j'avais
on avait trouvé une archive, c'est en 43, à la fin de l'année 43, les juifs religieux vont chanter le Kaddish sur les marches du Pentagone pour dénoncer l'extermination des juifs. C'est une archive incroyable. Et Henri était totalement bouleversé. Il m'a dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est chouette. Donc c'est la réalisatrice qui fait découvrir un document oui, mais moi, à l'historien. Je pense que ça marche dans les deux. Lui, il a attiré mon attention sur des choses très très fortes. Et moi, je pense que c'est comme ça. Ça doit être vraiment... Et pardon, vous avez envisagé à un moment donné d'écrire à quatre mains, comme on dit, avec un historien ? Non. Non, mais non. En fait, je n'envisage ni de réaliser, ni d'écrire à quatre mains. Je l'ai fait pour les brûlures de l'histoire, le temps de ma formation. Maintenant, c'est bon. Je suis assez grande pour le faire toute seule. Non, voilà, c'est... En fait, l'écriture, y compris l'écriture documentaire, et y compris l'écriture documentaire... là, ce film sur Marc Ribot, voilà, c'est un photographe. On peut se demander ce qu'il a de proche de moi. Et en fait, il y a beaucoup de choses en fait, qui nous rapprochent. Beaucoup de choses dans l'histoire. L'écriture, pour moi, c'est trop personnel. C'est comme prêter ma brosse à dents, quoi. Je peux pas. Bon. Quand c'est dit comme ça, effectivement, ça n'incite pas forcément au partage de la brosse à dents. Voilà, non mais oui, parce que du coup j'ai l'air comme ça, etc. Mais c'est parce que je crois que je sais écrire mes films, voilà. Et donc je crois que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour écrire ce que je veux écrire. Mais si j'en avais besoin, je le ferais, si j'y arrivais pas. Alors, vous avez réussi à réaliser un nombre important de films, on l'a dit en ouverture, mais quand on prépare des films comme ça, il y a des projets qui aboutissent et il y a des projets qui n'aboutissent pas et qui peuvent être aussi assez nombreux. Est-ce qu'il y a un ou deux projets qui n'ont pas malheureusement abouti et qui vous tenaient particulièrement à cœur ? Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer pourquoi ça n'a pas abouti ? Alors, il y a un projet, mais vraiment, je m'en remets toujours pas. Je m'en remets toujours pas. Et personne ne me le pique dans la salle. Attention, je vous vois tous. Personne ne me pique ce projet. Donc il peut encore aboutir. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Mais je voulais faire un projet sur l'histoire du sentier. Et pourquoi je voulais faire ce projet ? Parce que justement, quand après les Camps la vie, et aussi, oui, c'est après les Camps la vie, j'avais trouvé des images d'archives incroyables. Donc après les camps, évidemment, la vie. Donc il faut gagner sa vie. Et donc beaucoup travaillent dans le sentier. Et j'avais trouvé des archives mais stupéfiantes après la guerre où il y a c'est des vues sur des ateliers et tous les ouvriers et les ouvrières à la machine, ils ont tous le numéro de rescapé. Et je m'étais dit, ouais, le Sentier, c'est un quartier très fascinant à Paris. Et pendant longtemps, ça existait encore, ce truc-là. Et j'avais très, très envie de raconter cette histoire. Mon grand-père a gagné sa vie comme... mon grand-père avait fait sa formation, voulait être magistrat en Pologne. Il avait fait des études de droit. Toutes ces études, il a été au fond de l'amphi debout, comme l'imposait la législation antisémite qui n'autorisait pas les étudiants juifs à s'asseoir à l'université en Pologne. Et puis, il s'est aperçu qu'il ne pourrait jamais être magistrat en Pologne pour les mêmes raisons. Et donc, il a quitté la Pologne avec son frère. Ils ont d'abord été en Italie, et puis après, ils se sont séparés. Mon grand-oncle a eu la bonne idée d'aller en Angleterre, ce qui était quand même une meilleure idée que d'aller en France. Et donc, en fait,
mon grand-père est allé en France, mais cela dit, il a rencontré ma grand-mère et donc ça a été quand même, sinon j'aurais pas le plaisir de vous parler, donc bon, c'était quand même une bonne idée. Et il a travaillé pour le Sentier et il donnait des conseils, justement. Il était une sorte d'avocat. Il n'était pas avocat puisqu'il n'avait pas les diplômes, puisque après la guerre, il n'y avait pas d'équivalence, etc. Et puis, les gens parlaient, beaucoup de gens parlaient en polonais. Enfin bon, et il a été conseiller fiscal, juridique de plein de gens du Sentier, etc. Donc j'avais une envie folle de faire ce film, et personne n'en a voulu. On vous dit pourquoi ? Non, on dit pas. C'est ça qui est bien. Généralement, on dit des trucs un peu embêtants, du genre mais ça n'intéresse personne, les Juifs, ou mais le Sentier, personne ne connaît. Évidemment que je voulais raconter aussi l'histoire de la mode, parce qu'il y avait toute l'histoire de la mode. Il y avait aussi tous les c'est-à-dire le passage. La vie d'un quartier aussi. La vie d'un quartier. Mais il y avait tout. Il y avait la vie d'un quartier. Alors ça s'appelait La vérité si je mens sur le Sentier. C'était génial. Une référence incroyable. Non mais c'est vrai. Et donc il y avait des films, il y avait le passage des Ashkénazes, au début ils ont tous leurs numéros, etc. Après il y a les grandes fortunes du Sentier, séfarades et tout. C'était dément ce film. Ça ils n'en ont pas voulu. Bon. Donc ça, le problème c'est que aujourd'hui il y a plus de, enfin les témoins. À l'époque il y avait encore des témoins, des vrais témoins, oui. Et tout. Et puis il y avait plus le Sentier. Temps passe, c'est plus. C'est ça qui est difficile. Ouais, ça c'est vraiment terrible. Ça énerve. Ça énerve. Mais non, mais parce que maintenant le Sentier c'est un truc à la mode, qui vend des bougies, des coussins, enfin comme tous les quartiers à la mode là. Et avant c'était encore les ateliers. Vraiment, j'aurais pu filmer les ateliers, j'aurais pu vraiment filmer encore des rescapés, j'aurais pu. Voilà. Donc ça c'est un énorme regret. Le Sentier c'est mon grand regret. Bon. Alors, on a imaginé et conçu ensemble cette soirée il y a déjà une dizaine de mois. Et alors, quelquefois, on est lié à l'actualité, d'autres fois pas. Mais finalement, sans le savoir à l'avance, cette rencontre, elle est aussi sous le signe de l'actualité, non pas de votre actualité, mais de celle de votre père, puisque le film L'Établi est sorti il y a juste quelques semaines. Alors on peut dire que c'est une coïncidence, sauf que voilà, c'est comme ça. J'imagine que vous avez vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On sort de la fiction, on est dans le on sort du documentaire, on est dans la fiction. Néanmoins, c'est forcément, il y a des échos importants. Oui. Bon. Déjà, c'est quand même très très particulier de voir une fiction où tout le monde s'appelle comme chez vous, quoi. C'est-à-dire, il y a Robert, il y a Nicole, il y a Virginie, il y a Linard toutes les 2 minutes. C'est super marrant parce que, en fait, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois en projection de travail avant mixage avec mon père. Alors, mon père, il est impayable dans ces cas-là parce que à chaque fois que j'apparaissais, il me faisait « Regarde, c'est toi !» N'importe quoi. Papa, non, c'est pas moi, non. Tu vois, là, c'est moi, là, c'est pas moi. Donc, bon, complètement... Et après, je suis allée à une grande projection où là, il y avait à nouveau mon père, et puis où il y avait mes enfants et mon compagnon, et puis toute l'équipe technique, etc. Et là, c'était mon fils. À chaque fois qu'il y avait Linhart, à un moment, il me fait « C'est quand même chelou, hein. Ils n'arrêtent pas de dire Linhart, c'est chelou, hein, quand même, ce film. » Voilà, c'est un peu les deux. Et c'est un film... enfin, moi, je ne suis pas objective. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Je ne suis pas objective sur ce film. Ce que j'en pense de bien, c'est que ça rend hommage à mon père. Vous avez compris que mon père est un homme important pour moi. Et ça rend hommage à ce livre, ce texte merveilleux qu'est L'Établi. Ça rend hommage aussi, je crois, à la notion d'engagement et à la classe ouvrière. Et tout ça me plaît. Voilà, tout ça me plaît. J'ai trouvé beau au moment des grandes manifestations contre
la réforme sur les retraites à Paris, que le long des cortèges, il y a ces colonnes Maurice avec les affiches de l'établi. Je trouvais que c'était assez incroyable comme mise en abîme. Et voilà, je dois dire que, ayant manifesté avec mes filles, je les ai photographiées et j'en ai été assez bouleversée. Après, c'est la fiction, et donc dans cette fiction, ils sont beaucoup plus âgés. Pour des questions de financement, c'est parce que, voilà, et c'est intéressant d'ailleurs, ça montre... la maturité n'était pas la même... Ça montre surtout que on ne croyait pas au pouvoir de la jeunesse. du livre comme étant suffisant pour faire venir le spectateur. Donc il fallait des têtes d'affiche, donc Swan Arlo qui a 40 ans, Mélanie Thierry qui a 40 ans, donc Mélanie Thierry ma mère, Swan Arlo mon père. Et eux avaient... Et eux avaient... mon père, il avait... alors, il est né en 44 et 68, il avait 24 ans. Et ma mère, 26. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pour moi, ça pose un problème dont j'ai discuté avec le réalisateur qui n'en avait d'ailleurs strictement rien à fiche. C'est que ça met comme ça... Robert dans le film un peu en position de domination, parce que c'est un intellectuel, il a une quarantaine d'années, il est installé, et donc un peu presque comme un gourou, comme quelqu'un qui a de l'influence, et ça n'a aucun sens. Il avait 24 ans, il avait l'âge des ouvriers, l'âge des militants, etc. Et puis alors voilà. Et puis donc ça change quand même la situation, quoi. Bah, moi je trouve, mais moi je trouve que oui, je trouve que ça change le rapport. Bah, c'est pas la même chose de s'engager. Et puis il y a une part de, bon, évidemment, il y a une part de folie dans l'établissement. Là, pour le coup, on parlait d'utopie. Là, je pense que là, c'est de l'utopie. Là, quand on a fait normal et qu'on se retrouve au S chez Citroën, là, on est bien dans l'utopie. Et du coup, le fait de voir un homme qui est déjà installé dans sa vie, etc., je trouve que ça déplace un peu la chose. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup gênée, mais je pense que vous allez trouver ça anecdotique, mais moi, ça m'a énormément choquée, c'est que l'appartement dans lequel on habite dans le film, c'est un appartement extrêmement luxueux. Voilà. Nous sommes des nantis. Alors ça a donné pour ma fille Blanche, wesh, l'appartement, t'as vu l'appartement, un truc méchant. Mais c'est un appartement, on croirait qu'on est dans la succursale Monceau-Fleurs. Il y a des bouquets de fleurs partout, machin. C'est à peine s'il n'y a pas des lustres en cristal. La chambre de mes parents, mais c'est à mourir de rire. C'est un peu, je sais pas, Marie-Claire Déco, etc. Mais c'est tellement marrant. C'est-à-dire, si vous saviez dans quel endroit j'ai grandi. Moi, chez mon père, il y avait une cantine en fer où il mettait ses livres, et puis il mettait un tissu africain, et puis on mettait la table dessus, et hop là, après, tac. Mais les meubles, bah, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait rien. En fait, il y avait des lits et il y avait rien. Donc voilà, tout ce truc du bourgeois. Et donc il faut grossir le trait de la bourgeoisie pour montrer à quel point il se sacrifie, lui qui est si bourgeois et qui est si bien installé pour aller à l'usine. Ça m'a déplu parce que la bourgeoisie, elle n'est pas qu'économique. La bourgeoisie, elle est intellectuelle. On peut être... voilà, moi je viens d'une bourgeoisie intellectuelle, pas nantie, mais il n'empêche que c'est une sorte de domination, et je l'entends. Mais ouais, c'est pas la même. Et je pense qu'il ne faut pas confondre. Voilà. Alors, merci beaucoup Virginie Linhart. Alors peut-être qu'on a le temps de prendre une question, une réaction. On est quasiment au terme. Ou plusieurs, mais il est 8h moins 2 et nous terminons à 8h. Donc il y a une question ici. Bonjour à tous. Alors moi, évidemment, je suis étudiant, voilà. J'ai connu aussi, voilà, j'ai même participé à la lutte contre la réforme des retraites, tout ça.
Donc, en termes de politique, à bord de montagne, on connaît. J'aimerais savoir, est-ce que c'est à partir de les années 60, enfin mai 68, et aussi l'université de Vincennes, que le débat politique a explosé, ou c'était déjà le cas avant? Enfin, je parle dans les universités, pas forcément dans le... Qu'est-ce que vous appelez par un débat politique qui a explosé? Enfin, les rivalités politiques entre la gauche, la droite, etc. Enfin, est-ce que c'est dans les universités? Enfin... Ah non, ça, je crois que ça date de... Il y a pas mal d'années, ça. Je pense qu'on peut remonter à... Il y a quand même une effervescence au moment de mai 68 oui. qui est exceptionnelle. Oui, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas des rivalités entre la droite et la gauche. Il y a une ébullition d'extrême gauche très importante, mais qui est pour le coup quasi mondiale. Hein. C'est pas qu'en France. C'est pas du tout qu'en France. Voilà, aux États-Unis, on manifeste contre la guerre du Vietnam, en Allemagne, en Italie. Enfin, voilà, la contestation à cette époque-là est très importante et presque mondiale. Mais c'est vrai que par contre, si je comprends bien, il y a quand même un lien très étroit avec l'université, qui a peut-être pas de, enfin, et avec après Vincennes naît de ce bouillonnement. Complètement. Ça, c'est complètement vrai. Mais c'est-à-dire que l'idée originelle d'Edgar Faure, c'est surtout que les gauchistes arrêtent de détruire la Sorbonne et l'Odéon, et qu'ils sortent de Paris et qu'on les parque dans un endroit, et pour plus qu'ils abîment, et qu'ils prennent plus les pavés qui sont dans les rues parisiennes. Voilà. Alors, la deuxième et dernière question. Bonsoir et merci madame. Je voulais vous demander, puisque vous disiez tout à l'heure que les historiens craignaient que les réalisateurs, que vous craignez que plutôt les historiens se prennent pour des réalisateurs, et l'inverse, est-ce que vous ne le craignez pas non plus que les historiens pensent que vous vous prenez, vous, pour des historiens? Tout à fait. Mais c'est une très très bonne question. Et je vais vous dire, c'est une tellement bonne question qu'on en discute avec François en ce moment. Et on aimerait bien, on verra si c'est possible, pour le prochain festival de Pessac, essayer d'organiser une journée professionnelle, ouverte au public, hein, bien sûr, mais sur comment bien travailler ensemble, historiens et réalisateurs, par rapport à cette question. Et je suis tout à fait d'accord. Mais il faut, par exemple, regardez, si je lis un livre, là, Anna Dworka, son dernier livre, c'est Autobiographie d'un tombeau. C'est un très très beau livre sur l'histoire de sa famille, etc. Et l'histoire de son grand-père. Enfin, c'est une histoire formidable. Si moi je lis ce livre et que j'écris un projet, vous comprenez bien, en me disant je vais raconter l'histoire du grand-père de Anna Dworka. Et que je vends ce projet, il est inimaginable que Anna Dworka ne soit pas co-auteur du projet, puisque c'est une adaptation de son livre. Mais si moi j'ai l'idée de Les Alliés à la Shoah, par exemple, ça n'avait jamais été fait, ce chassé-croisé, et que je demande à Henri Rousseau, voilà, Henri Rousseau, il va m'apporter son expertise, mais lui, il n'a jamais fait cette étude-là. Donc, je crois vraiment que c'est du cas par cas, mais qu'il est effectivement très important de respecter les précarés et les domaines de chacun. C'est très, très, très important, c'est essentiel, et de respecter le travail des historiens. Par exemple, Christian Ingrao, il a fait un livre majeur qu'il a rendu célèbre dans le monde entier, qui s'appelle les Einsatzgruppen, sur les groupes nazis qui tuaient les juifs dans les territoires de l'Est, par balles. Évidemment que le film de Michael Prazan sur les Einsatzgruppen, il a été fait avec Christian. C'est impossible il connaît tellement bien, de minorer ça. Donc vraiment, je pense que tout est question de contours, mais qu'il est hors de question de négliger le travail des historiens, et surtout qu'on a besoin les uns des autres. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin des uns des autres. C'est-à-dire que pour moi,
Et ça m'arrive de temps en temps de voir des documentaires historiques, et je ne citerai aucun nom, qui racontent n'importe quoi historiquement. Et c'est, je suis vraiment mortifiée. Et je pense que c'est très important justement qu'on... Actuellement, je pense qu'il y a pas mal de confusion sur beaucoup de choses, et que c'est justement important qu'on arrive à établir peut-être une charte de bonne conduite et de principes les uns envers les autres. Ça serait intéressant, vraiment. Donc vous l'avez compris, rendez-vous au Festival du film d'histoire, 20-27 novembre, et pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, puisque c'est ça, hein, le 5 juin. Et vous avez peut-être reçu une information, logiquement oui, le 12 juin, la soirée de clôture, ça sera sur l'histoire de Madagascar, avec Violaine Tissot, historienne de Madagascar, et avec le film L'île rouge de Robin Campillo. Voilà. Donc ça sera la soirée de clôture, il reste 2 soirées. Merci beaucoup pour vos venues, merci pour votre présence. Un grand merci à Virginie, et à très bientôt avec elle aussi, bien sûr. Merci François.